Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 avril et on va évidemment ouvrir le journal du jour sur le match entre le PSG et le Bayern Munich et soyons honnêtes, est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose? Alors évidemment dans le journal on va pas se concentrer seulement sur un match, ce sera un petit peu dommage en guise de point d'actualité, mais ce match a été tellement spectaculaire, d'ores et déjà désigné comme un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Champions, que les autres sujets sont relativement inaudibles et franchement j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette rencontre. On parlera également de l'avenir d'Eli Wahi, de celui de José Mourinho, de celui de Pablo Longoria, mais pour Longoria on peut même dire que c'est son présent, et enfin on se projettera sur la rencontre de ce soir qui est d'ores et déjà raillée, peut-être même un petit peu trop pour la comparaison qui risque d'être cruelle avec la rencontre qu'on va débriefer. Le PSG, le Bayern Munich, j'ai juste envie de dire merci messieurs, installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. 9 buts. Parfois on a de telles attentes sur un match, d'autant plus en Ligue des Champions, qu'on ne peut que être déçu. Et on pouvait penser au départ que ce PSG Bayern Munich ferait partie de cette catégorie de match parce que le PSG joue incroyablement bien, parce que le Bayern Munich joue incroyablement bien, parce que ce sont deux équipes qui sont vues comme les ogres de la compétition, parce que c'était une demi-finale qui était présentée comme la finale avant l'heure. Bref, il y avait absolument tout pour qu'au final le match soit bon, mais qu'on en ressorte quand même déçu parce que les attentes étaient trop hautes. Eh bien, elles n'étaient pas assez hautes. C'est sans doute le match de la décennie que j'ai vu entre le PSG et le Bayern Munich. Un match offensif, un match avec des actions individuelles d'un grand talent, un match où il y a eu de la maîtrise collective également. Est-ce que c'est le chef-d'œuvre de Luis Enrique? Est-ce que c'est le chef-d'œuvre de Vincent Kompany? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'était un ravissement absolument extrême. Voici les compos qui étaient alignés pour ce 5-4. Et donnez-moi un ballon d'or à Kvaratskhelia, 2 tirs, 2 buts, des actions de grande classe, une activité défensive absolument incroyable pour essayer d'aider un Nuno Mendes qui, il faut bien l'avouer, a pris l'eau au cours de cette rencontre. C'est simple en fait, pour faire concurrence à Kvaratskhelia, il fallait un monstre et on l'a eu en la présence de Luis Diaz car le Colombien a été absolument intenable, un joueur qui a réussi à complètement déséquilibrer le Paris Saint-Germain, qui lui aussi a été très pertinent dans la finition. Ce sont deux monstres et c'est même pas Luis Diaz ou Kvaratskhelia qui a eu le prix d'homme du match selon l'UEFA, c'est Ousmane Dembélé qui à mon goût est un petit peu sous les deux noms que je viens de vous citer, mais qui sort tout de même un match digne d'un ballon d'or. J'ai pas d'autre moyen de vous présenter les choses. Et le pire, c'est que dans ce match, tout le monde n'était pas à fond. Je peux par exemple parler de Musiala du côté du Bayern Munich. Il sort pas un mauvais match, mais c'est un joueur qui est sur retour de blessure. Et je trouve que ça s'est senti un petit peu. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, il n'a pas eu de l'influence, il n'a pas eu la capacité à renverser des matchs qu'a normalement Musiala quand il est à 100%. Du côté du Paris Saint-Germain, on a vu un Vitinha qui a souffert du marquage individuel, mais au-delà de son influence qui a été un petit peu réduite, même si elle reste exceptionnelle à l'échelle de la rencontre, c'est un joueur que j'ai trouvé peut-être un peu moins en forme dans les courses défensives que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et sur l'aspect défensif, ça a été un match compliqué pour les deux équipes, parfois à cause d'erreurs, mais aussi à cause du génie offensif. Parce que franchement, les attaquants des deux équipes, c'est carton plein, il n'y en a aucun qui fait un mauvais match, ils font tous une excellente rencontre. Mais j'étais très gentil avec Marquinhos dernièrement, c'est un joueur autour duquel j'étais très critique, mais qui m'a fait un petit peu fermer ma bouche, je dois bien l'avouer. Au cours de cette rencontre, on a retrouvé le Marquinhos que j'ai un peu plus l'habitude de connaître et de critiquer. Malheureusement, même Pacho sort pas un match exceptionnel. Alors, ce que je vais retenir, c'est un scénario absolument dingue. Et j'ai énormément apprécié le match en tant qu'observateur neutre, même si je vais pas vous mentir, mon cœur penche un petit peu en la faveur du PSG, mais je suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Mais je me demande comment les supporters ont vu ce match, parce que finalement, le PSG menait 5-2 à un moment. Alors c'était peut-être une petite anomalie qui ait une telle avance pour Paris, mais quand tu as 3 buts d'avance dans une rencontre de Ligue des Champions et que tu te fais presque rejoindre à la fin du match, tu peux nourrir tout de même quelques regrets. Et on a même Ousmane Dembélé qui à chaud après la rencontre a dit qu'il avait un peu de regret là-dessus, qui s'était, je sais plus les termes qu'il a employés, mais peut-être un petit peu endormi. Bon, ça n'empêche que Paris et le Bayern Munich sortent tous les deux des matchs exceptionnels. En termes d'efficacité, c'est assez fou d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'un 90 expected goal pour le Paris Saint-Germain, 3,06 pour le Bayern. C'est un match étonnant d'efficacité, même si Dembélé croque la première occasion.
Ce qui me met un petit peu chafouin en conclusion, au-delà du scénario où les supporters du PSG peuvent avoir quelques regrets, c'est la situation médicale d'Hakimi qui apparaît comme étant préoccupante. Le match retour va être extrêmement tendu, irrespirable, match de football absolument exceptionnel. Il était perdu pour le football, échec à Lens, échec à l'Olympique de Marseille, échec à Francfort, et malgré tout Eli Wahi s'est relancé du côté de l'OGC Nice. Il est même le fer de lance de leur campagne de Coupe de France. C'est un joueur qui a retrouvé des couleurs et ça fait plaisir de se dire qu'il pourrait rester à l'OGC Nice. Mais si on se le dit, la réalité, elle, est nettement plus différente et nettement moins enthousiasmante. On a la presse qui nous évoque les difficultés que ce deal aurait à se faire, puisque finalement, Nice n'a pas d'option d'achat sur le joueur, il est seulement prêté, et financièrement, ça risque de bloquer un petit peu. C'est un joueur qui a un très gros salaire. Aujourd'hui, Nice paie seulement 200 000 € par mois, mais c'est déjà un salaire énorme pour Eli Wahi, mais son salaire complet du côté de Francfort, c'est 340 000 €. En plus de ça, en termes de transfert potentiel, si tu devais négocier, Francfort a acheté le joueur il y a grosso modo 1 an pour 26 millions d'euros. On imagine mal le club allemand le brader, et du côté de Nice, c'est pas du tout dans leurs moyens. La folie dépensière s'est passée et ils vont pas poser une telle somme pour Eli Wahi. Et pour cause, ça se comprend, puisqu'Eli Wahi aujourd'hui, il n'est pas valorisé à 26 millions d'euros. Comme vous le voyez, il tourne davantage autour de 12 millions d'euros. Il est encore sous contrat pendant 4 longues années, donc c'est une situation qui est un peu inextricable. Et c'est dommage, parce que finalement, comme je le disais en introduction, Eli Wahi, il est véritablement en train de renaître du côté de l'OGC Nice. Si on se penche sur ses statistiques, cette saison, 7 des 8 buts et 2 des 5 passes décisives viennent du passage niçois, où il est pourtant que depuis cet hiver. Ça reste un jeune joueur, mais qui a une situation contractuelle très complexe. Nice était en galère, il a apporté beaucoup aux Niçois. Eli Wahi était en galère, les Niçois lui ont apporté beaucoup. Si seulement l'histoire pouvait se poursuivre, ce serait une excellente nouvelle, mais il y a peu de facteurs qui amènent à l'optimisme. Mourinho désormais favori pour prendre la succession au Real Madrid pour occuper le poste d'entraîneur. Je tuerais pour voir ça, parce que franchement ce serait un Game of Thrones version footballistique. Mourinho qui est décrit comme une main de fer de management qui emmène ses joueurs comme personne, avec dans le vestiaire un Kylian Mbappé qui est caricaturé comme étant un grand dictateur. Franchement on s'amuserait. C'est la presse française qui relaie la presse anglaise que je vous montre actuellement, mais la source est intéressante puisque c'est The Athletic qui dit que c'est le favori de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Et The Athletic, c'est généralement un média extrêmement bien informé. On est très loin des tabloïds anglais. Quand ils avancent une information, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors c'est pas une nouveauté que José Mourinho est extrêmement apprécié par Florentino Pérez, et il semble qu'il y ait un alignement d'étoiles. Arbeloa a bien montré qu'il fallait un coach qui a de l'expérience, qui sait gagner, et ça José Mourinho l'a. On a vu auparavant que tu as essayé Xabi Alonso, qui est un coach qui est assez dogmatique sur ses idées. José Mourinho, c'est quand même pas le même profil de tacticien, et à vrai dire, je veux voir ça parce que je sens qu'on va pas s'ennuyer. Mais je sais pas trop comment ça peut tourner. Ça peut être une catastrophe absolument majeure où José Mourinho se coupe d'une partie du vestiaire, mais ça peut également être une révolution bienvenue du côté du Real. Est-ce que si demain José Mourinho débarque et que Kylian Mbappé devient le meilleur joueur du monde de façon incontestable, je suis surpris? Non. Est-ce que demain, si José Mourinho débarque, il met Mbappé sur le banc suite à une embrouille et il y a du drama dans tous les sens, je suis surpris? J'ai envie de répondre non. Mais une chose est sûre, ça ferait bouger un club de Madrid qui en a bien besoin, donc rien que pour ça, je suis très curieux de voir cette piste. J'avais même dédié une vidéo YouTube entière à ce sujet, et j'en ressors quand même avec beaucoup d'interrogations, mais aussi d'attentes. L'ancien président de l'Olympique de Marseille ne sera pas resté sans poste bien longtemps. Pablo Longoria est le nouveau directeur sportif de River Plate. C'est la presse qui nous l'annonce, et c'est un poste prestigieux puisque River Plate, même si ce n'est pas un club européen, c'est une légende du football sud-américain, et évidemment la pression populaire sera absolument énorme. Reste que je me dis que Pablo Longoria, c'est un mec de 39 ans qui a eu une ascension absolument majeure dans le football et qui a connu quand même des clubs d'une certaine importance, le dernier étant évidemment l'Olympique de Marseille. Aller du côté d'un championnat mineur, parce que ça en reste un, par rapport à l'échelle de moyens que ces clubs peuvent mettre comparé aux clubs occidentaux, c'est une petite régression de carrière. Je suis curieux de voir comment ça va tourner, mais il a de très grandes responsabilités là-bas. C'est d'ores et déjà annoncé comme étant le mec qui va chapeauter absolument
absolument tout. Il a un réseau absolument phénoménal, donc franchement, ça risque de faire des étincelles. Qu'est-ce qu'on retiendra de Pablo Longoria du côté de Marseille? C'est également une question que je me pose. Je le vois beaucoup critiqué dernièrement, alors peut-être que je suis dans une bulle non représentative, mais ça parle du fait qu'il a fait énormément de mouvements mercato, et ça c'est une réalité, on peut pas le nier, mais j'ai quand même envie de dire que Longoria, c'est un mec qui a su apporter énormément à l'Olympique de Marseille, qui a apporté de la compétitivité, qui a placé des hommes assez intéressants dans la direction. Il a quand même fait un taf qui mérite le respect, et quelque chose me dit que si aujourd'hui Longoria est à River Plate, je doute pas qu'on le reverra très rapidement en Europe dans un très grand club, parce que c'est un mec très compétent qui sait gérer des contextes très explosifs, et ça, c'est quand même relativement rare. On a eu le match du siècle entre le PSG et le Bayern Munich. Est-ce qu'on va avoir une douche froide avec la rencontre opposant de l'Atlético Madrid à Arsenal? C'est évidemment la vanne que tout le monde fait, moi le premier, je vais pas m'en cacher, mais finalement tout le monde vanne tellement ce match que je suis assez persuadé, si je redeviens sérieux, qu'on peut que avoir une bonne surprise malgré la réputation récente de ces équipes. On a les compositions probables qui nous sont annoncées ce matin dans le journal L'Équipe, les voici. Alors, pas de Havertz côté Arsenal, pas de Barrios côté Atlético, deux absents de taille qui auraient été bien utiles, mais par contre, on a Bukayo Saka qui est pressenti titulaire du côté d'Arsenal, et c'est un joueur qui a une immense qualité, qui peut te retourner bien des rencontres, mais qui revient de blessure, qui a croqué que quelques minutes de jeu depuis qu'il a retrouvé les terrains, donc je suis curieux de voir s'il va être capable de tenir toute l'intensité d'une rencontre de Champions League. On a Griezmann qui devrait accompagner Julián Álvarez, et Antoine Griezmann, on le sait, l'enjeu pour lui, c'est d'aller chercher la Champions League qui lui manque tant dans sa carrière en club, d'avoir une porte de sortie absolument étincelante du côté de l'Atlético. Ce sont deux équipes que je juge assez critiquées, mais finalement assez maltraitées, parce que si j'étais entraîneur de foot, je voudrais en affronter absolument aucune. Arsenal, c'est peut-être la meilleure charnière centrale du monde. C'est une équipe qui est extrêmement délicate à jouer. Et oui, ils sont usés, oui, ils sont sur plusieurs tableaux, oui, ils sont peut-être un peu moins enthousiasmants à avoir joué cette saison que dans le passé. Mais ça reste quand même une team qui a du talent à tous les niveaux. Et puis l'Atlético, c'est peut-être un peu moins un terrain de certitude, c'est peut-être un peu plus irrégulier, mais ils sont capables de faire déjouer bien des formations. Et puis ils ont quand même des joueurs de ballon. Un mec comme Alvarez, ça peut te faire de gros matchs. On a vu également Baenea faire une rencontre très intéressante lors du dernier match de l'Atleti. Donc ça va être un match que je vais suivre avec plaisir, quoi qu'on en dise. Qui est le favori de cette rencontre? Je vous présente les cotes dans une partie sponsorisée par Winamax. Si vous avez envie de vous lancer, il y a le code promo TMF10 à rentrer sur votre compte. Il y a le lien en description. Ça vous permet d'avoir 10 € offerts en free bet. Et en plus de ça, votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et ça aide la chaîne. Le favori, c'est Arsenal, pardon. L'Atlético n'est pas favori, même s'ils ont la préférence des parieurs. Cote à 3 pour Atleti, cote à 2,25 pour Arsenal. Sur les pronos les plus on a les deux équipes qui marquent, du Alvarez, du Gyökeres également, et de mon côté, je vais un peu à contre-courant puisque les deux équipes qui marquent non, et double chance Arsenal ou match nul, cote à 2,50. Je vois un match, je vais pas vous le cacher, qui sera plutôt fermé, mais pour autant je pense pas que ce sera un match inintéressant, j'insiste là-dessus. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, on va revenir à travers un long format sur la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, parce que j'ai mille et une choses à vous dire sur le match et que ça a été assez frustrant d'essayer de condenser ça à travers un format news. Il y a plein de joueurs dont j'avais envie de parler, il y a plein de points que j'ai envie d'évoquer que j'ai pas pu traiter dans l'optique d'essayer de faire une news un peu plus succincte. Donc on va s'étaler en longueur là-dessus. Et j'espère que j'irai un peu mieux, parce que pour rien vous cacher, j'ai une migraine de l'enfer. Il va falloir que je soigne un petit peu ça, parce que j'ai vraiment envie d'être en forme pour la vidéo de cet après-midi. C'est vraiment un match historique qu'on a vécu, donc j'ai envie de vous en parler avec tout le plaisir que ça m'a procuré, parce que franchement, ça se voit peut-être pas vu que j'ai hyper mal à la tête, mais ça m'a trop mis de bonne humeur. Sur ce, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h pour cette grosse vidéo, qui fait bien le match de ce soir, et vraiment, donnez-lui une chance. Je vois beaucoup de gens qui sont critiques, et je le redis, je suis le premier à faire des vannes, mais au-delà des vannes, moi je pense qu'il y aura des choses intéressantes à décrypter. Alors ce sera évidemment pas la même configuration de match que ce qu'on a vu hier soir, mais je suis sûr qu'il faut lui laisser sa chance à ce match-là. Bref, allez, je vous dis à tout à l'heure, salut.